Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire de prévention. Donc à l'occasion du mois de novembre, donc le mois sans tabac, nous allons parler de tabagisme avec notre tabacologue Alice Denoise. Alice, merci d'être présente aujourd'hui, je vous laisse la main. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du mois sans tabac, mais de l'arrêt du tabac au sens un peu plus large. Parce que souvent, quand on se lance dans le mois sans tabac, c'est aussi parce qu'on a cette intention en tête de se libérer définitivement du tabac. L'objectif de cet atelier n'est pas du tout de vous faire un webinaire moralisateur ou culpabilisant sur les risques que vous encourez à fumer, parce qu'a priori, vous le savez déjà, c'est écrit sur les paquets. L'idée, c'est pas du tout ça, c'est plus de se centrer sur vous, sur votre projet, votre envie de vous libérer du tabac, mais aussi potentiellement de la vape, et de vous donner les clés pour que vous puissiez y arriver, que ça se passe dans le confort, que ce ne soit pas une lutte. Parce que quand on arrête de fumer définitivement et qu'on le fait dans les règles de l'art, si je peux dire, on ne souffre pas, au contraire, l'arrêt du tabac, c'est plus une renaissance. Et donc voilà, c'est tout ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Et comme ça, l'idée n'est pas que vous arrêtiez de fumer juste après le webinaire, mais qui sait, mais en tout cas que le jour où vous déciderez d'arrêter, que vous sachiez exactement quoi faire pour que tout se passe bien. Hop, alors c'est parti. Je vois juste, Lilian, j'ai juste une petite question. C'est que je me rends compte qu'en bas de mon écran, c'est votre petite vignette qui apparaît. Et donc, je me demande si les gens vont me Moi, je voir. vois la vôtre. Ah bah très bien alors, donc Ouais. tout va bien. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, donc je me présente. Donc je m'appelle Alice Denoise. Je suis tabacologue et je suis une tabacologue un petit peu spéciale parce que contrairement aux autres tabacologues qui généralement sont des professionnels de santé, donc des infirmières, des infirmiers, des médecins, des sages-femmes, voilà. Moi, je viens de l'autre monde. Je viens du monde de l'industrie du tabac parce que c'est là que j'ai commencé à travailler et j'étais moi-même une très grosse fumeuse. Et c'est le fait de travailler pour eux, en fait, qui, au bout de, assez rapidement, hein, mais au bout de quelques années, m'a fait réaliser à quel point cette industrie était toxique, parce que je n'en avais aucune idée, puisque, comme je vous le disais, j'étais une très grosse fumeuse et je suis née dans un monde de fumeurs, et voilà, la cigarette faisait vraiment partie de ma vie. Donc j'étais ravie de commencer à travailler pour eux. Et puis voilà, je suis redescendue de mon arbre, et donc j'ai arrêté de fumer. Non pas à mon premier essai, hein, mais voilà, j'ai fini par arrêter de fumer définitivement, c'était il y a 15 ans. Et surtout, j'ai quitté le monde de l'industrie du tabac et j'ai créé un site internet, le Déclic Anti-Clope, pour pouvoir accompagner, voilà, passer de l'autre côté, pouvoir informer, épauler, motiver les fumeurs. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et depuis, me voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai réussi à passer cette formation de tabacologue, une autre formation pour être coach, et donc j'interviens beaucoup aujourd'hui en entreprise pour prêcher la bonne parole, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et aussi et j'accompagne aussi évidemment des fumeurs en individuel à mon cabinet à côté ou en visio. Donc ma vie tourne autour des fumeurs, voilà, et j'en suis ravie, et ça ne me lasse pas du tout, tellement c'est un sujet riche, et tellement c'est une drogue dont on ignore la nuisance quand on ne fume pas. C'est parti. Pour commencer, vous allez voir, je commence toujours par un petit quiz, juste pour qu'on puisse se mettre d'accord tous ensemble sur ce que vous savez sur la cigarette. Parce que parfois, il y a quand même pas mal d'idées reçues. Alors si je vous dis, fumer une cigarette me fait me sentir mieux, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment, pas de mauvaise réponse. Ici, répondez vraiment comme votre cœur vous le dicte. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont dire c'est faux, mais je pense que c'est vrai. Et évidemment, la bonne réponse est là, c'est-à-dire que ce sont les deux, c'est vrai et c'est faux. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec la cigarette, en fait, c'est que c'est une source de plaisir. C'est important de le reconnaître. Oui, c'est une source de plaisir parce qu'en fait, elle produit de la dopamine dans le cerveau, qui est l'hormone du plaisir, qui est produite dans la zone de la récompense. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des mots qui résonnent beaucoup quand on est fumeur. Plaisir, récompense, ça parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, la nicotine va s'accrocher dans la zone de la récompense et va produire de la dopamine comme il produirait de la dopamine si on faisait quelque chose qui nous maintient en vie ou qui perpétue l'espèce. Donc très concrètement, quand on a une relation sexuelle, quand on mange, quand on boit, quand on est dans un univers naturel avec de la forêt, du soleil, enfin dans la nature, qu'on est avec des amis, tout ça, tout ce qui fait que la vie est belle, le cerveau produit de la dopamine. Et donc, avec la cigarette, il va également produire de la dopamine, mais en quantité bien plus importante.
En réalité, par exemple, quand on va avoir une relation sexuelle, on va produire de la dopamine, mais il va y avoir un petit agent régulateur dans le cerveau qui va enlever le trop-plein pour laisser juste la bonne dose, juste ce qu'il faut pour qu'on ait envie de recommencer plus tard sans devenir accro à ce comportement. Dans la cigarette, dans la fumée de cigarette, il y a un produit qui est rajouté, qui est le sucre, et ce sucre, il va aller bloquer cet agent régulateur. Donc en gros, à chaque fois que vous allez prendre une bouffée de cigarette, une bouffée de fumée, vous allez avoir un shoot de dopamine très important qui ne va pas être nettoyé. Et donc, en fait, il y a un processus naturel qui va se mettre en place, c'est que plus ça va aller, plus vous allez fumer, plus vous allez développer des récepteurs à la nicotine, et plus ces récepteurs à la nicotine vont avoir besoin de nicotine pour être remplis. Et donc, plus ça va aller avec le temps, plus vous allez avoir besoin de fumer pour être juste bien. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'avec la cigarette, au tout début, on a un shoot de plaisir, mais ce shoot de plaisir, on va devoir le rembourser parce qu'il va nous mettre dans une situation de manque qu'on va devoir soulager. Et nous voilà partis ensuite dans les montagnes russes de l'addiction. On a un manque, on ne se sent pas bien, on le soulage avec de la dopamine artificielle, celle de la nicotine, et on repart dans le manque, et on ressent le besoin de le soulager, etc., etc. Donc oui, évidemment, ça nous fait plaisir sur l'instant, c'est quelques minutes de plaisir, et derrière, on glisse lentement, mais sûrement, vers le manque. Deuxième question. À votre avis, là, je vous cite 3 composants de la cigarette. Il y en a un parmi eux qui n'est pas dangereux. Est-ce que c'est la nicotine? Est-ce que c'est les produits chimiques? Est-ce que c'est le papier de cigarette? Souvent, on me dit le papier de cigarette, parce que ça paraît, évidemment, les produits chimiques, par définition, paraissent un petit peu toxiques. La nicotine, on a toujours un doute, mais le papier de cigarette semble plus neutre. Pourtant, le seul produit qui n'est pas dangereux dans cette liste, c'est la nicotine. En fait, la nicotine, c'est un peu comme la caféine. C'est le même genre de molécule stimulante. La caféine, on sait qu'on peut développer une addiction qui est très légère, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'en passer, on a du mal à démarrer sa journée sans. Enfin, on peut, c'est pas une obligation. Mais on ne va pas se rouler par terre si on n'a pas notre café. La nicotine, à l'origine, c'est la même chose. En fait, l'industrie du tabac a perçu qu'il y avait un potentiel dans la nicotine et donc, ils se sont servis des feuilles de tabac pour faire de la cigarette un produit ultra addictif. Là, comme je le mets sur cette slide, en fait, ils s'en sont servis comme d'un cheval de Troie. La nicotine est un outil, mais elle est responsable de l'addiction, mais seule, elle n'est pas addictive, à proprement parler. En fait, ce qui fait que vous êtes accro à la cigarette, ce sont les shoots de nicotine dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces shoots de nicotine, ils sont permis par les produits chimiques qui sont rajoutés par l'industrie du tabac. D'où ma troisième question. À votre avis, combien il y a de produits chimiques dans la fumée de cigarette? Donc à la fois la fumée de cigarette qui sort du bout incandescent comme sur la photo là, mais aussi évidemment la fumée que vous inhalez. Est-ce qu'il y en a moins de 50? Est-ce qu'il y en a entre 250 et 500? Ou est-ce qu'il y en a entre 4000? Alors là, je sais que la plupart d'entre vous allez me dire entre 250 et 500. Parce que c'est toujours comme ça. Mais la vérité, malheureusement, c'est que c'est beaucoup plus. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il y en a 4800, mais certains vont même jusqu'à dire qu'il y en aurait 7000. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 70 qui sont cancérigènes de façon certaine. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a plusieurs catégories de produits dans la fumée de cigarette. La première catégorie de produits, c'est les produits chimiques qui sont engendrés, générés par la combustion. C'est-à-dire, vous voyez ce petit bout incandescent là sur l'image à côté, en fait, elle est génératrice de monoxyde de carbone et de goudron. Goudron au pluriel. Les goudrons, ils vont aller encrasser le corps, vraiment l'engluer, et donc en fait, le corps va développer des cancers à cause de ces goudrons. Et il y a le monoxyde de carbone qui est le premier composant de la fumée de cigarette. Juste un petit aparté sur le monoxyde de carbone, parce que c'est très important de comprendre comment il fonctionne. En fait, le monoxyde de carbone, vous savez, c'est à cause de lui qu'on ramène des chaudières, nos chaudières, parce qu'en fait, le monoxyde de carbone, il y a un risque d'asphyxie s'il arrive en trop grande quantité. Pourquoi il asphyxie? Parce qu'en fait, sa façon de faire, de procéder, c'est d'aller sur les globules rouges à la place de l'oxygène. L'oxygène qui est transporté par les globules rouges. Si on n'a plus d'oxygène sur les globules rouges, le corps n'est plus assez oxygéné. Donc en gros, dès votre première bouffée de cigarette, le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène, donc votre corps est sous-oxygéné. Sauf qu'il ne supporte pas d'être sous-oxygéné, donc il va mettre en place des actions en interne pour pouvoir rétablir le niveau d'oxygénation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la première bouffée de cigarette, votre cœur va se mettre à battre plus vite. Parce que votre cœur qui bat plus vite, il va aller
sortir plus de sang neuf chargé en oxygène. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de matière dans le réseau sanguin, plus de sang. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le cœur qui bat plus vite, ça fatigue, votre cœur, et ça fatigue surtout le réseau sanguin, qui va être soumis comme ça à ces battements beaucoup plus forts. Et donc, ce qui va faire, votre réseau sanguin, c'est qu'il va s'épaissir vers l'intérieur pour être plus résistant. Donc, en gros, vous avez plus de matière qui passe, plus de globules, plus de plaquettes, sans compter que la cigarette favorise le développement de plaques, d'athérome, on appelle ça comme ça, donc c'est un peu comme le cholestérol. Donc, en gros, il y a plus de matière à l'intérieur, et en plus, l'espace disponible est plus petit. Donc, très concrètement, ça fait des risques de bouchons, donc de maladies cardiovasculaires, des AVC, des infarctus. Donc, vous voyez, en fait, quand on se dit parfois petit fumeur, parce qu'on va fumer une petite quantité de cigarettes, généralement, on me dit qu'on est petit fumeur entre 5 et 10 cigarettes. Fumer 5 à 10 cigarettes, ça a un très gros risque cardiovasculaire. Évidemment, si vous fumez 1,5 paquet par jour, vous aurez d'autant plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, mais elles apparaissent dès la première cigarette. Donc, si vous avez déjà une fragilité, déjà de l'hypertension par exemple, voilà, la cigarette met de l'huile sur le feu de façon très importante. C'est le seul moment où je vous parlerai de maladie pendant ce webinaire. Donc ça, c'est la première catégorie des produits. Et c'est pour cette raison-là que c'est beaucoup plus intéressant pour votre santé de passer à la vape que de rester à la cigarette parce qu'il n'y a plus de combustion. Ça ne veut pas du tout dire que la vape est un objet parfait. Ça n'est pas un objet inoffensif puisque ce n'est pas de l'oxygène que vous respirez. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a vraiment un débat parce que le monde de la vape est vraiment scindé en deux. Il y a vraiment d'un côté les petits industriels qui sont vraiment là pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et donc qui fait en sorte de faire des produits propres et qui vont vraiment permettre le sevrage en nicotine. Et puis, il y a une autre catégorie de vape qui s'est développée depuis quelques années, qui sont tous les industriels qui avancent main dans la main avec l'industrie du tabac et qui, eux, sont clairement sur le business de l'addiction et qui, donc, n'ont aucun intérêt, en fait, à vous sevrer de la nicotine et donc vont mettre des produits potentiellement dangereux, très addictifs, de la nicotine de synthèse pour qu'elle ne soit pas calculée, en fait, mesurée dans les taux de calcul de la nicotine. Donc, en gros, il y a cette vape-là qui est sale, on peut dire, par rapport à la vape qui est propre. Petit conseil, si jamais vous voulez passer à la vape, petit conseil au pluriel, n'achetez jamais une vape en bureau de tabac, puisque les produits qui sont vendus en bureau de tabac viennent de l'industrie du tabac ou affiliés. Allez en boutique indépendante donc, prenez un matériel qui vous plaît, qui est comme un accessoire, qui vous plaît énormément. Donc, ne prenez pas une énorme machine si vous avez envie de quelque chose de discret. Prenez un goût qui vous plaît énormément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste chercher un simili-tabac, il faut vraiment aller vers un goût qui est gourmand, qui vous donne envie et qui ringardise complètement celui du tabac. Il faut absolument prendre un produit qui est certifié AFNOR, parce que c'est ça qui garantit que la composition est propre. Et il faut mettre la bonne dose de nicotine, parce que si vous n'avez pas assez de nicotine, vous ne serez pas rassasié et donc vous retournerez à la cigarette. C'était mon aparté vape. Donc, les premiers produits, la combustion. Les deuxièmes produits, la deuxième catégorie de produits, les deux catégories suivantes, pardon, je m'y retrouve. En fait, c'est des catégories de produits, c'est des produits qui vont être ajoutés pour faciliter, favoriser, augmenter le pouvoir addictif de la cigarette. D'abord, ça va être des produits qui vont permettre que vous inhaliez le plus loin possible la fumée, parce que plus vous allez inhaler profondément la fumée, plus elle va rentrer en grosse quantité et plus il va y avoir une grosse quantité de nicotine qui va passer dans le sang. Donc, c'est le menthol, c'est le chocolat à l'époque, c'est tous les produits qui vont adoucir en fait le passage de la cigarette dans la gorge. Il y en a beaucoup. La menthe a été interdite en mai 2020, mais on peut toujours la trouver. Il y a toujours un peu de menthe. Déjà, il y avait de la menthe partout, c'était pas que dans les cigarettes menthol. Donc là, ils continuent à en mettre, mais de façon très légère. On les retrouve un petit peu plus dans les cigarettes fraîches. Pour info, il faut savoir, pour avoir travaillé pour eux, que les industriels du tabac, en fait, ne cherchent pas, ils se fichent complètement, en fait, des lois et des restrictions. En fait, ils ont énormément d'argent, au cas où vous en douteriez, et en fait, leur principe, leur façon de faire, c'est de calculer le risque-prix, c'est-à-dire le montant de l'amende qu'ils auront, en fait, en fonction de jusqu'où ils vont derrière la restriction. Je le sais parce que le département légal de mon client, moi j'étais en agence de communication, me l'avait clairement dit. C'est-à-dire, il n'était pas question de respecter la loi. Il n'était pas autorisé de respecter la loi. Il fallait aller derrière. Donc là, typiquement pour la menthe, en fait, quand ils ont vu qu'il y avait une interdiction de menthe, ils ont regardé quel dosage pouvait être acceptable et ils ont remis ce dosage de menthe. Ils trouvent toujours des solutions. Et d'ailleurs, une des solutions qu'ils ont trouvées, c'était d'aller vendre des petits buvards imprégnés de menthe à côté, ou des petites billes qu'on peut aller mettre nous-mêmes dans les cigarettes.
toute menthe que vous rajoutez est dangereuse puisqu'elle va anesthésier la zone respiratoire, donc en fait vous allez inhaler plus profondément. Voilà, donc ça c'est des produits qui paraissent inoffensifs, comme ça, la menthe, on se dit que c'est pour avoir bonne haleine, qu'ils font ça parce qu'ils sont sympas avec nous, pas du tout, ils font ça parce que ça permet d'inhaler profondément et d'avoir plein de nicotine dans le sang. Et après, la troisième catégorie de produits, c'est les produits qui vont permettre, une fois que la nicotine est dans le sang, qu'elle arrive le plus vite possible au cerveau. Le premier produit qui fait ça, c'est l'ammoniac. Et la première marque qu'il a utilisée, c'est Marlboro. Et comme par hasard, ils l'ont utilisé, ils l'ont mis dans les cigarettes au même moment où ils ont fait la pub du cow-boy. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils ont attiré des gens. Alors certainement qu'à l'époque, ils devaient distribuer des cigarettes, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Et donc, ils distribuaient des cigarettes en même temps qu'il y avait cette pub-là. Les gens essayaient la cigarette, la trouvaient forcément sacrément bonne puisqu'il y avait l'ammoniac. Donc, elle était très, très satisfaisante. Donc, la marque est passée des tréfonds des parts de marché des marques de cigarettes au numéro 1 en quelques semaines, quelques mois. Et ça a étonné beaucoup les autres industriels qui ont analysé en fait ce qui s'était passé, parce qu'ils savaient très bien au fond d'eux que ça ne pouvait pas juste être une campagne de communication. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'ammoniac qui avait été rajouté, ils se sont rendus compte du pouvoir de l'ammoniac, qui vraiment libère le pouvoir de la nicotine, et donc ils en ont tous rajouté. Donc ça c'est aussi important à savoir, c'est que tous les industriels travaillent main dans la main pour faire des produits de plus en plus addictifs, et d'ailleurs on sait qu'au fil du temps, la cigarette est un produit de plus en plus addictif, parce qu'en fait, leur seul objectif, c'est d'aller capter des jeunes fumeurs. D'ailleurs, ils ont une façon très cynique d'appeler les jeunes, ils les appellent les fumeurs de remplacement, parce qu'en fait, ils vont remplacer les autres fumeurs qui sont morts. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre qui s'appelle Golden Holocaust, qui est assez effarant et qui peut être très motivant. Donc voilà, donc ça, vous voyez, c'est tous les genres de produits qu'ils peuvent rajouter. Donc là, vous voyez sur la feuille, acétaldéhyde, acétone, pyrène, cadmium. Cadmium, on en a beaucoup entendu parler récemment parce qu'on a découvert qu'il y en avait dans le chocolat. Sachez que la dose qu'il y a dans le chocolat est vraiment ridicule par rapport à la dose qu'il y a dans la cigarette. Le monoxyde de carbone dont je vous parlais, le chlorure de vinyle, le mercure, le plomb, l'arsenic, le butane, bref, c'est une décharge à ordures. Et dernière petite chose, un des produits qui est dans la cigarette, c'est le polonium-210, qui est un élément radioactif. Et pour la petite histoire, le polonium-210, en fait, est un élément qui est capté naturellement, tout élément radioactif, en fait, est capté naturellement par les feuilles du tabac qui sont en train de pousser. Quand les instances de sécurité se sont rendues compte qu'il y avait du polonium dans la cigarette, ils sont allés voir l'industrie du tabac en leur disant « Vous êtes gentils, mais il y a des bornes à pas dépasser, donc vous allez nous retirer ce polonium-210 ». Là, l'industrie du tabac a sorti tous ses lobbyistes en leur disant, les lobbyistes ont dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est la nature même de la feuille d'aller capter le polonium, on peut pas le supprimer comme ça nous coûterait des sommes pas possibles, et puis en plus, c'est vraiment des doses infimes, donc vraiment, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Et bon, finalement, ils ont gagné, encore une fois, ce combat, puisque finalement, ils gagnent quand même pas mal de combats. Et la vérité, c'est que là où ils disaient que la dose radioactive était vraiment infime, en fait, on sait aujourd'hui que quand on fume un paquet de cigarettes par jour, en cumulé sur 365 jours, ça fait, à la fin de l'année, l'équivalent de 300 radios du poumon en termes de radioactivité. Donc, en gros, c'est colossal en termes de radioactivité. Donc, ça veut dire que la cigarette est un produit radioactif. Voilà. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on ignore. Donc, au cas où vous en doutiez, la cigarette est une décharge à produits chimiques. Et tout le reste, ça n'est que du marketing et de la communication. Mais bon, là, on est là pour parler de vous et de votre projet d'arrêt du tabac. Parce que j'imagine bien que vous le savez, même si peut-être au fond de vous, il y a toujours cette idée un peu que la cigarette est un plaisir, une petite récompense, une source de joie dans votre vie. Voilà, gardez bien en tête cette image de la photo, là, voilà, avec tous les produits chimiques, parce que c'est ça, le vrai visage. Mais bon, donc, maintenant, on va parler de votre arrêt du tabac, enfin de votre projet d'arrêt du tabac ou d'arrêt de la vape. Je vais vous présenter 3 étapes. Ces 3 étapes, elles doivent être menées pour arrêter de fumer définitivement. Dans l'ordre que vous voulez, même si moi j'aime beaucoup le fait d'agir de façon chronologique, parce que ça permet d'ordonnancer tout ça et de faciliter le chemin. Parce que finalement, quand on a énormément de choses à faire en même temps, on ne sait plus par quel bout s'y prendre et on s'y perd et on s'arrête parce qu'on est fatigué d'avance.
Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est des étapes. Voilà, si vous avez envie de les suivre par ordre chronologique, tant mieux. Si vous avez envie de tout faire un petit peu en même temps, c'est vous qui décidez. Sachez juste qu'il faudra faire tout à un moment donné pour pouvoir vraiment vous libérer du tabac. À votre avis, c'est quoi le premier pas, le premier truc à faire, la première étape pour arrêter de fumer? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Généralement, ce qu'on me dit, c'est le vouloir, le décider, avoir une bonne raison, des choses comme ça. En fait, ce que vous dites là, c'est vrai. Il faut évidemment le vouloir parce qu'on ne peut pas arrêter de fumer si on n'a pas envie, si on n'a pas la volonté d'arrêter de fumer, si on ne le veut pas. Mais c'est loin d'être la seule chose. Il ne faut pas confondre la volonté et la motivation. La motivation, c'est quelque chose de très complexe, de très riche. Et ça aussi déjà, enfin rien que ça va vous prendre du temps en fait de travailler cette motivation. Et c'est généralement ça qui fait qu'on ne passe pas à l'action. C'est qu'on a notre motivation qui est trop faible. Donc là, je vais vous expliquer comment la muscler, cette motivation. J'aime beaucoup cette image du feu de bois, parce qu'elle représente pas mal le travail de la motivation. En fait, donc il y a 4 choses. La première, comme je vous le disais à l'instant, c'est de le vouloir. Mais se dire « je veux arrêter de fumer », c'est pas si motivant que ça. Il n'y a pas d'étincelle, quoi. Il n'y a pas de paillettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vouloir arrêter de fumer, c'est vouloir retirer quelque chose et a priori quelque chose qui vous apporte du bien-être, du réconfort, du plaisir. Donc, vouloir arrêter de fumer, c'est vouloir rendre sa vie plus difficile. En tout cas, le risquer. Et donc, c'est pas très motivant. Déjà là, il y a un frein. Donc, ce que je vous invite à faire, la première chose, c'est de tourner cet objectif de façon positive. Ne pas vous dire « je veux arrêter de fumer », mais dire « je veux quelque chose d'autre ». Et j'irai même plus loin, dire « je veux être quelque chose ». Par exemple, je veux être libre, je veux être serein, je veux être riche, plus riche en tout cas. Je veux être en bonne santé, je veux être un bon modèle pour mes enfants, je veux faire face à mes émotions et vivre l'instant présent à fond. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, toutes ces formulations-là, elles sont porteuses d'espoir. On voit au bout le soleil, la lumière. Alors que je veux arrêter de fumer, on voit plutôt un nuage bien gris. Et donc, vous voyez que l'intention, l'énergie qu'on met derrière n'est pas du tout la même. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est ça. Je veux être quoi en arrêtant de fumer? Formuler tout ça, et évidemment, il peut y avoir plusieurs choses. Ensuite, la deuxième étape, c'est les bonnes raisons. Vous pourriez me dire que c'est un peu redondant avec la première, mais non. Parce qu'en fait, le vouloir, je veux être, généralement, il y en a quand même un qui est en majeur, comme ça, là, et c'est vraiment, par exemple, je veux être libre, ou je veux être en bonne santé, ou je veux être serein, voilà. Les bonnes raisons, il peut y en avoir plein. Le problème des bonnes raisons, c'est que généralement, c'est des bonnes raisons que la société nous impose et qui sont rationnelles. On sait que il vaudrait mieux arrêter de fumer, que ce serait quand même mieux pour nous, mais au fond de nous, est-ce que vraiment ça nous parle? Et en fait, c'est pour ça que l'image du feu de bois, là, elle est assez parlante, c'est que on sait, enfin, peut-être que vous le savez aussi, qu'il y a des bois différents et que tous les bois ne brûlent pas de la même façon. Par exemple, du chêne, ça va vraiment très bien brûler, alors que du sapin, ça va brûler très vite, ça va pas tenir longtemps. Là, c'est la même chose. Collectez tout le bois que vous pouvez et après, faites le tri. En gros, si vous n'avez pas assez de bûches de chêne, allez en chercher d'autres. Les bûches de chêne, c'est c'est des bonnes raisons pour vous. C'est pas les je veux, c'est pas les il faut, je dois, c'est vraiment les c'est important pour moi. C'est tout ce que je vous disais au-dessus. C'est je veux être ça. C'est pas il faut absolument que j'arrête de fumer pour faire taire mon fils qui arrête pas de me tanner tous les soirs quand j'entre à la maison. Ça marche pas. Donc, deuxième étape du travail de votre motivation, faites la liste de toutes vos bonnes raisons, gardez-les toutes parce qu'elles sont toutes bonnes, mais faites le tri et surtout, si vous n'avez pas assez de chêne, cherchez du chêne. Ensuite, troisième chose, c'est passer à l'action. Ça peut paraître évident, hein, c'est le fait de mettre le feu, d'allumer en fait votre feu. Il y en a qui y arrivent très bien à passer à l'action, et ils passent à l'action très souvent. C'était Oscar Wilde qui disait c'est très facile d'arrêter de fumer, je le fais tous les soirs ou tous les matins, mais bon,
Après, il faut ne pas reprendre. Mais pour certains, ça peut être très compliqué de passer à l'action. Et généralement, ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est qu'on a des peurs qui sont plus importantes que nos bonnes raisons. Donc là, c'est la troisième chose que je vous demande de faire, c'est de lister vos peurs de façon très honnête. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être j'ai peur de grossir, j'ai peur de devenir irritable, j'ai peur de bouleverser mon équilibre, j'ai peur d'être constipée, j'ai peur de perdre mon identité, de plus me reconnaître, j'ai peur de devenir dépressif. Bref, ça peut être plein de choses. Et en fait, à partir du moment où vous les aurez toutes listées, ces peurs, vous allez pouvoir commencer à chercher de l'information pour les casser une à une. Vous verrez un petit peu plus loin que tout ce qui a trait à un changement d'humeur n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, si vous changez d'humeur en arrêtant de fumer, c'est que vous êtes en sevrage de nicotine et il y a des produits qui sont là pour empêcher les symptômes de sevrage. Donc, aucune raison que vous ayez, que vous deveniez irritable, dépressive, que vous n'arriviez plus à dormir, que vous n'arriviez plus à vous concentrer et tout ça. Aucune raison. Il n'y a pas de raison non plus que vous preniez du poids, parce qu'en fait, le poids, certes, vous allez peut-être prendre 2-3 kilos, parce que votre corps, en fait, il brûle énormément de calories quand vous êtes fumeur, parce qu'en fait, il se défend toute la journée contre les agressions qu'il subit à cause de la fumée de cigarette. Rappelez-vous, les goudrons, le monoxyde de carbone, le cadmium, le polonium et tout ça. Il se nettoie, et donc il dépense des calories. Quand vous allez arrêter de fumer, votre corps va être en vacances. Donc, il va prendre ces 2 petits kilos réglementaires. Mais ça ne veut pas dire que vous allez les garder toute votre vie. Il va les reperdre après. En plus, ce que je vous dis là, c'est que la cigarette fait brûler plus de calories. Et donc, quand vous arrêtez, vous brûlez moins de calories. Rien n'empêche rien ne vous empêche de décider en arrêtant de fumer, de faire un peu plus d'activité physique pour compenser en fait cette perte de calories. Donc, aucune obligation de prendre du poids. Si vous prenez beaucoup de poids, c'est soit parce que vous mangez énormément parce que vous avez faim. Dans ce cas-là, c'est un symptôme de manque physique. Et donc, il y a aussi des produits qui peuvent vous aider à ne pas ressentir de fringales. Et peut-être que vous mangez aussi beaucoup pour... Vous savez, parfois, on dit qu'on mange ses émotions. Il y a énormément de personnes, et peut-être que ça va vous parler, qui fument leurs émotions. C'est-à-dire que vous ressentez de la colère, vous ressentez de la joie, vous ressentez de la frustration, bref, toutes les émotions comme ça qui passent et qui créent des remous internes, en fait, ça vous fait fumer pour apaiser justement tout ça. Et si vous avez recours à la cigarette pour apaiser vos émotions, il y a un risque que vous troquiez ce comportement par un autre, que vous vous tourniez vers l'alimentation pour manger vos émotions après les avoir fumées. Et dans ces cas-là, c'est important de l'anticiper et de profiter de votre arrêt du tabac pour réfléchir à votre rapport aux émotions. J'en parlerai un petit peu plus en détail après derrière. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez travaillé toutes vos peurs, à un moment donné, il va y avoir un champ des possibles qui va apparaître. Les bonnes raisons vont être énormes à côté et vous allez vous dire, bon, il n'y a plus rien qui me bloque et pourquoi j'essaierai pas? Et donc, vous allez passer à l'action. Après, il va falloir entretenir la flamme. Et pour ça, en fait, il ne va pas falloir faire l'autruche. Quand on arrête de fumer, on n'est pas comme ça en disant j'arrête, je résiste. Non, on analyse ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre cerveau, les pensées automatiques qui arrivent, les envies qui arrivent, les situations à risque qui nous donnent envie de fumer, et on essaye de trouver des parades, des stratagèmes pour faire autrement, en fait, pour fonctionner sans la cigarette. Ça fait des années que vous vivez avec la cigarette, vous n'allez pas réapprendre ou apprendre à vivre sans la cigarette comme ça en un claquement de doigts. Il faut faire pour apprendre. Et donc, c'est vraiment un apprentissage et il va falloir laisser le temps au temps. Mais plus vous serez actif, plus ce sera efficace et plus vous y arriverez facilement. Mais voilà, mon conseil, c'est de ne pas faire l'autruche. Donc, je veux être en arrêtant de fumer, faire la liste de toutes vos bonnes raisons, la liste de toutes vos peurs et la liste de toutes les situations à risque. Et tout ça vous permettra de mettre en place une stratégie sur mesure. Voilà, concrètement, c'est ce que je viens de vous dire. Tout ce qu'il faut faire pour travailler votre motivation. Et donc, vous voyez, ça peut prendre un peu de temps, mais vous pouvez aussi vous faire confiance. Le simple fait d'écouter ce que je vous dis là fait que dans les prochains jours, vous allez voir, il va y avoir une petite réflexion inconsciente qui va se mettre en place. Deuxième étape, comprendre sa relation avec la cigarette. La cigarette a 4 facettes. Généralement, on se dit, ce que vous entendez le plus souvent, c'est qu'il y a 2 facettes, la facette physique et la facette psychique. Mais moi, j'ai voulu couper la facette psychique en 3. Je vais vous expliquer pourquoi. La première facette, qui est la plus importante, qui est la plus connue et qui est celle qui fait rechuter la plupart des personnes, c'est la facette physique. En gros, c'est l'addiction à la nicotine.
On pourrait même dire la dépendance, parce que la dépendance, c'est vraiment cette notion de chimie de votre cerveau qui est accrochée à une molécule. Donc là, vous voyez ce chien là qui n'a pas l'air très sympathique, eh ben c'est à ça que ça ressemble, la dépendance. En gros, ce sont ces chiens-là qui sont vos récepteurs nicotiniques. Il y a autant de chiens comme ça que de récepteurs à la nicotine dans votre cerveau. Dès qu'ils n'ont pas la bonne dose de nicotine, ils se mettent à aboyer, à grogner, à vous menacer. Et donc, vous êtes littéralement pris à la gorge et vous ne pouvez pas faire autrement que de fumer parce que cette envie ne vous lâche pas. En gros, ces chiens-là ne vont pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas donné la bonne dose de nicotine. Et ça peut être très effrayant parce qu'en fait, ça change complètement votre humeur. Vous vous retrouvez agité, potentiellement anxieux, irritable, vous n'arrivez plus à dormir, à vous concentrer. Parfois, vous sombrez même un peu dans une humeur dépressive. Vous mourrez de faim et du coup, vous prenez du poids et donc vous compensez, vous n'êtes pas bien. Tous ces changements d'humeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la dépendance à la nicotine. Et la bonne solution, l'outil qui est assez, j'allais dire, même si j'aime pas du tout utiliser ce mot-là, je voulais dire miraculeux, parce qu'il n'y a aucun miracle dans l'arrêt du tabac, tout repose sur vous et votre détermination à y arriver, mais il y a des outils qui peuvent aider de façon drastique et la nicotine de substitution en fait partie. En fait, cette nicotine, et notamment les patchs, va aller agir, va aller donner, mettre sous perfusion chacun de ces chiens, en fait, puisque la nicotine du patch va être délivrée de façon lente, progressive et continue à vos récepteurs nicotiniques. Et donc, en gros, les chiens, là, vont être repus non-stop de nicotine. Donc, ils vont arrêter de grogner tout de suite. C'est illico. À partir du moment où la nicotine arrive à vos récepteurs nicotiniques, vous n'entendez plus les récepteurs, donc vous n'avez plus de manque, et le sevrage va se faire sans que vous vous en occupiez. C'est-à-dire que le patch, en fait, petit à petit, va fermer vos récepteurs nicotiniques. Avec le temps, il va y en avoir de moins en moins. Vous allez pouvoir baisser la dose de patch jusqu'à arrêter le patch, et vos récepteurs à la nicotine vont se fermer. Ils vont se fermer, mais ils ne vont jamais disparaître. Ce qui veut dire que plus jamais, malheureusement, je suis désolée, c'est la seule mauvaise nouvelle de ce webinaire, c'est que plus jamais vous ne pourrez fumer une cigarette, puisque si vous refumez une cigarette, vous allez réouvrir ces récepteurs, et donc réouvrir la porte, en fait, à la possibilité de fumer, et donc à l'envie, comme ça, irrépressible, obsédante de fumer. Évidemment, la nicotine n'est pas le seul outil possible, c'est le plus efficace et le plus rapide et voilà, le plus sûr, mais vous pouvez aussi vous aider des plantes, par exemple, qui vont vous aider à apaiser chacun des symptômes une fois que vous les aurez identifiés. Et puis, évidemment, travailler votre rapport au stress de façon générale, puisque finalement, c'est de ça dont on parle là, mais souvent, d'expérience, c'est pas suffisant. C'est très, très positif de mettre en place des stratégies anti-stress, des exercices de respiration, du yoga, de la marche, de la méditation, des trucs comme ça. Mais avoir de la nicotine, c'est quand même vraiment, vraiment très différenciant. Donc ça, c'est la partie physiologique. Ensuite, on a la facette comportementale. Donc vous voyez ce petit caniche là, il est beaucoup plus mignon, beaucoup moins effrayant. Et le fait est, il n'est pas du tout agressif celui-là. Il est beaucoup plus joueur. Et c'est ça son problème. C'est qu'en fait, il va venir, surtout au début, beaucoup vous voir pour vous demander de passer du temps avec lui. Donc, c'est la cigarette que j'appelle pop-up. C'est-à-dire, elle arrive, elle se manifeste à votre cerveau comme une pensée automatique de « Tiens, je prendrais bien une petite cigarette. Oh, je m'aimerais bien une petite clope, là. » Vous voyez ? C'est cette pensée-là qui arrive comme ça. Parfois par automatisme parce que vous avez été habitué pendant des années et des années à fumer à un moment bien précis et donc comme une alarme, ben voilà, l'envie va s'allumer. Mais si vous prenez bien de la nicotine ou si vous vous êtes bien occupé de votre dépendance à la nicotine, ce petit chien-là, il va vite partir. En fait, il suffit de lui lancer la balle, de faire autre chose, d'aller boire un verre d'eau, de parler à un copain, de faire autre chose et l'envie va partir. Il y a aussi le fait cette envie, elle peut aussi se réveiller parce qu'on voit quelqu'un fumer. En fait, c'est les neurones miroirs en fait qui vont se mettre en marche et le fait de voir quelqu'un fumer, ça va vous faire ressentir dans votre corps les bénéfices de la cigarette et donc ça va éveiller l'envie. D'où l'idée un peu au début de se protéger, si vous le pouvez, des personnes autour de vous qui peuvent fumer. Et surtout, ça c'est quelque chose de très connu et ça j'appelle plus ça la cigarette Pavlov, moi. Pavlov, pour info, c'est un scientifique qui avait fait une expérience avec les chiens, où en fait il s'était rendu compte que son chien salivait quand il lui présentait sa gamelle. Et donc à un moment donné, pourquoi je ne sais pas, il a décidé de faire une expérience où tous les jours en présentant la gamelle, il faisait sonner une petite clochette.
Et il le faisait systématiquement, gamelle, clochette, jusqu'au jour où il a juste fait sonner la clochette et il s'est rendu compte que son chien salivait. Et donc, il s'est dit que le cerveau était capable d'associer des éléments pour produire la même réponse automatique du cerveau. Et avec nous, c'est exactement la même chose. En fait, si vous associez systématiquement café, cigarette, alcool, cigarette, voiture, cigarette, téléphone, cigarette, une personne, cigarette, un lieu, cigarette, eh ben, le simple fait de consommer ce produit, de penser à ce produit, d'être dans ce lieu, de voir cette personne, de penser à cette personne, peut générer une envie de cigarette. Pour info, il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ont des envies de cigarette qui apparaissent quand ils voient une pub d'alcool dans la rue. Donc vous voyez que ça va vraiment chercher très loin. La bonne nouvelle, c'est que à partir du moment, et c'est la bonne nouvelle de Pavlov d'ailleurs, c'est que à partir du moment où il a arrêté de faire sonner la cloche, à un moment donné, le chien a arrêté de saliver en entendant la cloche, parce qu'il a défait cette association cloche-gamelle. Et la cloche a repris son rôle de petite clochette qui ne veut rien dire du tout. Donc, pour vous, pour votre cerveau de fumeur, mais ça vaut aussi pour toutes les habitudes qu'on a, le fait d'arrêter de fumer va déconditionner votre cerveau. On appelle ça le conditionnement. Donc là, le fait d'arrêter de fumer, vous allez déconditionner votre cerveau va désapprendre l'automatisme. Donc, il faut laisser le temps au temps. Pour autant, ces appels automatiques peuvent être un petit peu rudes au début. Donc, il y a des techniques pour faciliter ça et que ça soit plus doux, plus rapide. La première, c'est, si vous le pouvez, d'arrêter le produit avec lequel vous consommez la cigarette. Donc, par exemple, de faire une petite pause de café ou même de changer en fait le café, de le remplacer par exemple, un cappuccino. Il y a un changement qui fait que c'est plus tout à fait du café et donc votre cerveau est un peu perturbé et donc il va moins appeler la cigarette. Vous pouvez faire une pause d'alcool. C'est très, très recommandé de faire un petit mois sans au moment où vous arrêtez de fumer. Mais ce n'est pas forcément possible parce que déjà, peut-être que le tabac est une vraie source de plaisir pour vous, en tout cas perçu comme tel, et que le fait de vous dire d'enlever l'alcool en même temps, vous vous dites, mon Dieu, je vais sombrer dans la dépression. Si c'est ça, laissez tomber, ne le faites pas. Et puis, parfois, c'est tout simplement pas possible. Là, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui fument systématiquement quand ils montent dans leur voiture. Donc, vous n'allez pas arrêter d'utiliser votre voiture si c'est votre seul moyen de locomotion pour aller travailler. Donc, voilà. Si c'est possible, tant mieux parce que c'est le plus efficace. Sinon, il y a toujours une autre solution qui est de rechercher du plaisir. Quand votre cerveau vous envoie une idée, une image de cigarette, en fait, derrière, ce qu'il demande, c'est de la dopamine, donc du plaisir. Donc, proposez autre chose. Par exemple, si vous prenez votre café, proposez-lui un petit carré de chocolat noir à côté, ou proposez-lui un petit truc qui vous fait plaisir, d'aller parler à quelqu'un, d'aller regarder une petite vidéo, de quelque chose où vous vous dites que votre cerveau ne se sente pas perdant en fait en arrêtant de fumer. Et enfin, la troisième stratégie, qui est très efficace aussi, mais pas possible pour tout le monde, c'est de perturber un peu plus encore votre routine. Parce que la cigarette, elle fait partie de routines bien plus grandes. Il ne s'agit pas juste de fumer à telle heure. Voilà. C'est, par exemple, si je prends la cigarette du matin, je suis sûre que le matin, vous avez une vie qui est, une heure, en tout cas la première heure de votre lever, qui est hyper automatisée. Vous vous levez à la même heure, vous allez prendre votre douche, vous allez lancer votre café, vous allez vous habiller, vous allez prendre votre café avec votre cigarette dans le même mug, au même endroit. Mettons. Eh ben, moi, ce que je vous invite à faire, c'est casser complètement ça. Vous vous levez, vous lancez votre café, pendant que le café se fait, vous prenez votre douche, une fois que vous sortez, vous récupérez votre café dans un mug transportable et vous allez le prendre en marchant dans la rue. Et en fait, le fait de faire ça, ça va complètement perturber votre cerveau qui tout de suite va vouloir recréer une routine parce qu'il a besoin de créer des routines, il ne peut pas être en mode libre comme ça tout le temps. Il a besoin d'automatiser des choses pour pouvoir libérer de la bande passante, pour pouvoir vous défendre et voir les autres choses à côté. Et donc, quand il va créer ces nouvelles routines et qu'il y aura plein de choses qui auront changé, il verra moins que la cigarette est sortie de l'équation. Donc, laissez le temps au temps. C'est votre meilleur ami, le temps. Arrêtez l'autre produit si vous le pouvez, ou cherchez le plaisir, ou chambouler votre routine. Mais il y a des personnes qui sont plus ou moins habituées à des routines, qui en ont plus ou moins besoin. Donc, à vous de voir en fonction de votre caractère. Ensuite, la deuxième facette de cette addiction psychique, c'est la facette émotionnelle. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui fument leurs émotions. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a jamais appris, et parce que je dirais que c'est le cas quand même de 95% de la population, on ne nous a pas appris à
vivre avec nos émotions. Ce qu'on nous a appris quand on était petit, c'est qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas rire trop fort et tout ça. En gros, il fallait être stable et silencieux et respectueux des gens autour de nous. Le problème, c'est qu'une émotion, alors elle n'a pas vocation à se manifester de façon forte, mais elle n'est pas une ennemie. Elle n'est pas ce petit chien-là à museler. L'émotion, en fait, c'est un sonar qui est là pour nous indiquer quelque chose qu'on n'a pas respecté, qu'on n'a pas écouté en nous, quelque chose qui s'est passé et qui mérite, qui met le doigt sur un de nos besoins et qui mérite un changement de comportement. En gros, c'est vraiment le phare du bateau qui nous indique va à gauche, va à droite, attention, là, freine un peu. Voilà. Et quand on reçoit ce message et qu'on ne l'écoute pas, déjà, ce message, il se manifeste par des ressentis physiques. Et ces ressentis physiques, ils sont rarement agréables. Parce que, à moins que ce soit des ressentis de joie, et même la joie peut être déstabilisante, parce qu'on peut ressentir de la chaleur, on peut avoir le cœur qui s'emballe, on peut avoir un petit peu chaud. Pour les autres émotions, on peut avoir des crispations, on peut avoir des nœuds, on peut avoir les dents qui se serrent, on peut avoir aussi pareil très chaud, on peut avoir froid, on peut avoir le poil qui se hérisse, on peut avoir beaucoup de choses qui se passent dans le corps et on n'est pas habitué à ça, parce qu'on est assez déconnecté de notre corps. Et donc, notre premier réflexe, comme la cigarette est un apaisant, puisqu'elle va nous donner de la dopamine artificielle, donc du plaisir artificiel, elle va aller écraser ces ressentis physiques. Le problème, c'est que quand vous écrasez vos ressentis physiques, vous n'écoutez pas le besoin qu'il y a en dessous. Et en plus, je vous rappelle que vous mettez de l'huile sur le feu, puisque vous entretenez le manque derrière. Et donc, vous allez avoir des ressentis physiques encore plus désagréables. Vous allez rajouter de l'anxiété, l'irritabilité, l'agitation et tout ça à l'émotion initiale qui était là et qui avait quelque chose à vous dire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, pendant que vous arrêtez de fumer, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que ça vous aidera sur toute votre vie en fait, et je vous invite à prêcher la bonne parole autour de vous une fois que vous l'aurez fait, c'est de travailler vos émotions. À travailler vos émotions, ça veut dire accepter de ressentir des choses, agréables ou pas agréables, dans votre corps et ne pas prendre ce qui se passe dans votre corps comme des ressentis à éliminer, à calmer à tout prix, à fuir, mais comme un message à écouter et à comprendre. La première chose à faire, c'est de réussir à nommer vos émotions. Il y a énormément d'émotions. Généralement, quand on interroge les gens, ils vont nous dire il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la peur, il y a le dégoût parfois. Mais ça, c'est vraiment les familles de base des émotions. En fait, dans la colère, rien que dans la colère, il y a une multitude de nuances. Et vous pouvez trouver à la fois la frustration et en même temps la rage. C'est pas du tout la même couleur de rouge, vous voyez, si on devait donner une couleur aux émotions. Donc, la première chose à faire pour apaiser le ressenti physique que vous vivez à un instant T, c'est de nommer justement l'émotion que vous ressentez. Et vous verrez que dès que vous nommerez correctement l'émotion, le ressenti physique s'apaisera. Donc, ce sera beaucoup plus efficace que de fumer une cigarette. Ensuite, et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va falloir travailler ça, vous entraîner. Donc déjà, concentrez-vous au début sur le fait de nommer justement l'émotion. Et donc pour ça, imprimez une liste d'émotions sur Internet. Ayez-la sur vous et puis le soir, débriefez en regardant les émotions que vous avez ressenties. Une fois que vous l'aurez nommée, cette émotion, et que vous serez habile dans cet exercice, vous pourrez commencer à passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est d'identifier le besoin que cache une émotion. Pour vous la faire de façon très grossière, par exemple, si je reste sur la colère, en gros, elle nous dit toujours à peu près la même chose. Qu'importe les nuances qu'il y a dedans, en fait, c'est toujours un peu la même idée derrière la colère, c'est l'injustice. C'est le sentiment de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été écouté, entendu, qu'il y a quelque chose qui est en désaccord avec vous-même, en fait. Et donc, quand on ressent une émotion de colère, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Où est-ce que ça a vrillé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Par qui? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de ce qui est important pour vous? Alors ça, c'est pas une mince affaire non plus de commencer à réfléchir à vos besoins. Parce que là, vous vous reconnectez vraiment à qui vous êtes et à ce qui vous fait vous, en fait. Quelles sont vos valeurs profondes? Et donc ça demande pas mal de travail. En tout cas, ça demande beaucoup d'écoute. Et ensuite, une fois que vous aurez trouvé votre besoin, vous pourrez commencer à réfléchir à une solution. Parce qu'une fois que vous aurez identifié que votre collègue de travail ou votre mari ou votre femme fait systématiquement quelque chose qui vous met dans un état de rage pas possible, et que vous aurez identifié ce que c'est, parce que
vous avez le sentiment dans ces moments-là qu'il vous invisibilise, qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne vous respecte pas, qu'il ne prend pas en considération en fait ce qui est important pour vous, hein, vous pourrez commencer à lui proposer de déjà lui exposer la situation et puis peut-être de vous mettre en place quelque chose pour que la situation soit différente à l'avenir. Mais le simple fait de nommer l'émotion quand vous la ressentirez, ça apaisera déjà énormément la situation. Donc vous voyez, c'est pas un petit travail, la facette émotionnelle. Et si vous travaillez là-dessus, vous n'aurez pas besoin de compenser avec de la nourriture ou avec de l'alcool ou avec quoi que ce soit d'autre. Vous allez travailler vers votre propre liberté et à votre propre connaissance de vous. Et ensuite, la dernière facette, c'est la facette que j'appelle identitaire. J'entends beaucoup de personnes qui me disent que fumer fait partie de leur vie, partie de leur identité, que s'ils arrêtent de fumer, ils vont plus se reconnaître. Généralement, c'est lié au fait qu'on donne des super pouvoirs à la cigarette. On se dit qu'elle nous permet d'avoir confiance en nous, d'être à l'aise en société, qu'elle nous donne du courage, qu'elle nous rend cool et rock'n'roll. Enfin, en gros, cette cigarette, elle dit des choses de nous. Alors, bien souvent, on est adulte et on a fait ce travail et on sait rationnellement que tout ça est faux, que la cigarette ne nous définit pas. Et pour autant, comme ça fait écho aux raisons pour lesquelles on a commencé à fumer souvent, le fait de gagner en confiance en soi, de s'intégrer socialement, de donner l'image. En fait, ça donne une image de nous, comme quand on était adolescent, l'image qu'on voulait donner en fumant. Et bien ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Donc parfois, c'est très difficile d'entendre cette petite facette-là, de voir ce qu'elle dit. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'agir chronologiquement, commencer par le côté nicotine pour faire taire le chien méchant, regarder le petit caniche, l'envoyer jouer un certain nombre de fois pour qu'à la fin, il arrête de venir nous voir, démuseler ce petit chien qu'on empêche de parler, et ensuite, vous commencerez à entendre cette facette identitaire et vous pourrez commencer à questionner en fait toutes ces croyances que vous avez sur la cigarette. Troisième étape, construire une stratégie sur mesure. On est tous différents, on a tous une route qui nous est propre, on a tous les mêmes objectifs, mais voilà, la route pour y aller peut être différente pour chacun. La première chose que je vous propose de faire, c'est de travailler votre motivation. Et pour travailler votre motivation, donc vous faites les listes dont je vous ai parlé au début, et surtout vos peurs, parce que c'est surtout ça qui est important, c'est vraiment ça qui est bloquant. En plus de ça, vous allez vous renseigner, vous allez chercher de l'information sur des documentaires, sur des films, dans des livres. Je vous parlais du livre Golden Holocaust, là c'est vraiment une mine d'informations. Comment la mafia du tabac nous manipule, ça c'est pareil, si vous voulez faire sonner la corde de la colère, qui pour moi est une source de motivation très forte, ça marche très bien. Il y a le livre Apprivoiser enfin son impérieuse envie de fumer, c'est l'histoire d'une ex-fumeuse qui est assez rigolote. Il y a mon livre à moi qui s'appelle J'arrête enfin de fumer facilement et pour de bon, qui est en fait un pas à pas en 21 jours pour vous aider justement à cheminer sur ce chemin de l'arrêt du tabac, de la préparation de l'arrêt du tabac. Il y a évidemment le livre d'Allen Carr que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle En finir avec la cigarette, qui est très très bon au niveau de la motivation parce qu'en fait il va vous aider justement à casser ces croyances que vous avez sur la cigarette. Attention, il dit pas mal de bêtises sur la nicotine, notamment que la dépendance à la nicotine n'existe pas et tout ça et tout ça. Voilà, Allen Carr n'était pas tabacologue, c'était un ancien très très gros fumeur qui en est mort d'ailleurs, mais je vous confirme que de prendre de la nicotine va vraiment changer votre vie. Et puis après, il y a le fait d'aller chercher de l'information sur des sites, donc le Déclic Anticlope, le mien, sur lequel il y a plein d'articles, Tabac Info Service évidemment, et puis il y a aussi le podcast Tu manques pas d'air, de l'autrice de Apprivoiser enfin son impérieuse envie de fumer. Donc ça, c'est la motivation. Prenez le temps et voyez, vous pouvez très bien faire ça en parallèle de laisser de la nicotine ou voilà, laissez faire, lisez, instruisez-vous, laissez mûrir la colère contre l'industrie du tabac. Ensuite, on va faire en sorte que votre sevrage soit le plus doux possible parce que si vous ressentez des symptômes de sevrage, vous compliquez énormément votre arrêt du tabac parce que vous êtes concentré là-dessus, vous mettez votre énergie là-dessus et vous ne le mettez pas sur tout le reste, sur le comportement, sur les émotions, sur votre identité. Donc, la première chose moi que je vous recommande, c'est les patchs. Parce que les patchs, ils vont vraiment agir progressivement et sevrer sans que vous vous en occupiez du tout. Dites-vous que vous prenez entre 1 et 3 mg de nicotine par cigarette, que si vous fumez des roulés, vous multipliez ce score par 2, que si vous fumez des joints, que 1 joint égale 5 cigarettes. Donc voilà, faites votre petit calcul comme ça. Dites-vous qu'il n'y a pas de dose maximale de patch. Vous pouvez très bien prendre plusieurs patchs de 21 mg. Le truc qui est hyper important, c'est que vous soyez bien
Donc vraiment, dites-vous que quand vous êtes bien dosé en nicotine, c'est comme si vous déposiez un paquet sur le bord de la route. Les envies se taisent. En fait, vous voyez, ces chiens méchants, vous ne les entendez plus et ça vous fait des vacances et c'est révolutionnaire. Vous pouvez aussi compenser, enfin, pas compenser, composer avec d'autres choses, avec des gommes, des pastilles, le spray qui peut être un peu agressif parce que très fort, et l'inhaleur, voilà, qui est pas super, mais qui peut vous utiliser les mains. Ensuite, il y a la vape. Donc la vape, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, le plus important, c'est boutiques indépendantes et des produits qui sont certifiés AFNOR. C'est ça qui garantira la propreté des produits. Et ensuite, il y a les plantes. Donc n'hésitez pas à aller en pharmacie, demander des plantes apaisantes, des plantes qui vont vous aider à dormir. Il peut y avoir notamment la rhodiola, il peut y avoir le gelsémium, la valériane, la camomille, voilà, plein de produits comme ça qui peuvent vous faire du bien. Il y a le kudzu aussi, hein, qui est une plante qui est utilisée en médecine chinoise depuis très très longtemps pour traiter des addictions. Donc ça peut être intéressant aussi, sachant qu'il faut faire attention si vous avez des antécédents de risque de cancer du sein dans la famille. Donc c'est pour ça que ces produits, c'est pas parce que c'est des plantes que c'est totalement inoffensif. Donc demandez vraiment conseil à votre pharmacien. Idéalement, allez voir un naturopathe ou voilà quelqu'un qui s'y connaît, qui vérifiera tout ça avec vous et qui vérifiera qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse aussi. Et ensuite, la dernière chose, c'est le Champix. Le Champix, c'est un médicament qui, par certains aspects, est assez sympathique parce qu'en fait, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il va aller boucher les récepteurs nicotiniques. Donc en fait, la nicotine qui va arriver ne va plus réussir à produire de la dopamine, donc vos cigarettes ne vous feront plus plaisir. Pour autant, c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez plus de plaisir à fumer que d'un coup vous savez gérer vos émotions. Donc il y a vraiment ce travail à faire en parallèle, tout le travail que je vous ai proposé de faire, qui est vital en fait. C'est vraiment ça qui fait que vous arrêterez de fumer pour de bon, parce que vous trouverez des solutions ailleurs. Et de toute façon, le Champix est c'est sur prescription médicale. Et c'est que après avoir eu des essais infructueux avec le patch. Donc d'abord, il faut avoir essayé le patch, et c'est que pour les très gros fumeurs. Ensuite, travailler, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, casser vos routines, accepter que vous êtes dans une phase de chamboulement et que toute phase de chamboulement, forcément, est perturbante. Et donc, ça va secouer un petit peu, mais c'est pas parce que ça secoue que ça doit être douloureux. C'est juste, ça tangue un peu, quoi. Voilà, c'est perturbant. Vous vous demandez comment faire autrement, c'est nouveau. Et vous pouvez décider de le voir avec des yeux en mode verre à moitié plein, quoi. C'est quelles nouvelles habitudes je vais pouvoir mettre, quelle activité je repoussais depuis des années que je vais pouvoir mettre là, faire là, avec l'argent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je m'empêchais de faire. Bref, d'essayer de voir cette nouvelle vie comme un monde avec plein de possibles. Et ensuite, pour travailler vos émotions et vos croyances, alors, bon, c'est surtout pour vos émotions. Il y a un livre que je vous recommande vivement qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres », qui est une initiation à la communication non violente. Alors bon, vous pouvez décider de vous initier à la communication non violente si vous voulez, mais pourquoi je vous parle de ce livre-là? C'est parce qu'en fait, pour mettre en place la communication non violente, qui est un outil incroyable, hein, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire, il y a un processus à suivre qui est de réussir à nommer son émotion, identifier son besoin pour, pareil, le communiquer à la personne en face et ensuite trouver la solution, verbaliser la solution, une solution, pour que la personne en face accepte de collaborer avec vous. Et donc, en fait, si vous vous initiez à la communication non violente, eh ben, vous devez commencer par vous familiariser avec vos émotions et les besoins sous-jacents. Donc, ça peut vous être très utile, surtout que dedans, il y a vraiment, ça vous l'explique vraiment comment il faut faire. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous entraîner donc à reconnaître vos émotions et vos croyances. Donc, essayez de voir. Pour les croyances, c'est un bon outil, c'est d'essayer de se mettre à la place d'un non-fumeur et de se dire, et si je voyais les choses différemment? Dès que dans votre tête, il y a quelque chose qui apparaît comme une vérité, comme une norme, il y a un loup. Parce qu'en fait, il n'y a pas de norme. Si je fais, par exemple, un parallèle avec l'alcool, il y a énormément de normes avec l'alcool. Le fait de célébrer, par exemple, une bonne nouvelle avec du champagne. Le fait de célébrer le week-end avec un apéro, par exemple, avec des copains, voilà. Ou de faire un repas du dimanche avec du vin, ou de boire du fromage avec de boire du vin avec du fromage, des choses comme ça. En fait, il y a aucun automatisme qui est acceptable. Vous pouvez tout discuter. Et avec la cigarette, c'est la même chose. En fait, il y a aucun automatisme qui soit
voilà, qui vaille le coup de ne pas être questionné. Je vais y arriver. Voilà. Donc, interrogez-vous là-dessus. Et la meilleure chose quand même pour les croyances, donc c'est vraiment d'essayer de regarder avec un autre point de vue et de lire des choses, ou d'écouter, de vous renseigner, d'ouvrir vos chakras. Évidemment, vous pouvez avoir envie d'un coup de pouce en plus pour vous aider à faire tout ça. La première des choses, c'est le tabacologue. C'est la personne qui va vous aider à verbaliser. Mais il peut aussi y avoir l'hypnose qui va vous aider sur tout ce qui est comportemental et psychologique. L'hypnose ne va pas du tout vous aider sur tout ce qui est physique. Donc, l'hypnose, même l'acupuncture, même le psy, n'empêche pas que vous preniez de la nicotine à côté pour vous aider. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email à cette adresse, alice@ledéclicanticlub.com. Je vous invite vivement à vous inscrire sur la plateforme du Mois sans tabac si vous êtes intéressé, parce que vous recevrez le kit Mois sans tabac qui a plein de choses motivantes, parce qu'il y a aussi toute une communauté. Là, j'ai vu qu'il y avait, je peux vous dire exactement, 105 000 inscrits aujourd'hui, au Mois sans tabac. Donc, ça fait 105 000 personnes qui vous soutiennent, c'est pas mal. Donc voilà, tout ça est bon à prendre. Et puis surtout, dites-vous que l'arrêt du tabac se fait pas en un jour, c'est pas un on-off. Il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté en prenant le temps de bien faire les choses et de faire les choses dans le fond. Voilà, et pas que en superficie. Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications, votre pédagogie, les bons conseils. Donc j'espère que ça va résonner chez les personnes qui nous écoutent, qui sont sensibles à vos arguments. Donc voilà, comme vous disiez, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de moralisation. C'est vraiment apprendre à s'écouter et puis trouver son parcours et les bonnes solutions qui fonctionnent pour soi. Exactement. Bienveillance. J'ai suivi, mais je n'ai pas vu de questions. Donc, a priori, on va pouvoir s'arrêter ici. Merci à tous. Merci Alice. Avec plaisir. Très bonne journée. Très bonne journée. Continuation et bon mois sans tabac. Ouais, bon mois sans tabac à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.